يظل الفن اللغة التي L'art توحد. demeure la langue qui réunit l'humanité. Ces musiciens venus des quatre coins du monde Des images se rassemblent ici. qui nous parviennent de France, d'Australie, du Japon, des États-Unis. Le message, il est clair, c'est que ce patrimoine, il appartient au monde entier. Complètement, et là l'Égypte se place en leader presque du monde culturel. Et justement, c'est peut-être une image aussi, une compréhension des collaborations culturelles qu'il peut y avoir, à la fois pour le monde culturel en général entre l'Égypte et l'international, mais aussi les collaborations égyptologiques entre les grandes institutions et les grands musées de chacun des continents. Louise, on a pu écouter cet orchestre et effectivement ces musiques somptueuses. Dites-nous-en un peu plus. Oui, alors vous l'avez vu, ils sont extrêmement nombreux sur scène, une centaine qui sont menés par le chef d'orchestre Nayer Nagui sur une musique composée par Hichem Nazi. Et puis surtout, vous avez vu sur scène cette chanteuse qu'on surnomme dans le pays, elle est très importante, Chérie Anne. Elle était très connue, notamment, elle est actrice aussi pour avoir joué le rôle de Scheherazade dans des séries très importantes en Égypte qui sont diffusées pendant le Ramadan. Elle a eu une vie assez incroyable avec un accident de voiture, un cancer, et là elle fait un peu comme un comeback et elle est adorée par le peuple égyptien. Et on vient de voir à l'image des drones qui effectivement ont symbolisé, ont formé les 3 pyramides. Et au moment où on se parle, on est en train de voir a priori des pharaons. De qui s'agit-il quand vous regardez ces images, a priori? C'est très difficile. C'est difficile de les identifier. On a parlé là, à l'instant avec Louise, effectivement, de cette chanteuse. Oui. A priori, effectivement, vous vous posiez une question sur la langue dans laquelle elle interprétait ce chant. Oui, parce qu'en 2021, lors de la Golden Parade, la parade des momies, de transfert des momies du musée de Tahrir au nouveau musée des civilisations, on avait pu assister à une très belle prestation d'une soprano égyptienne, Amira Selim, qui chantait en égyptien ancien un hymne à Isis qui venait du temple de Der Sheluit à Luxor. Et on s'est demandé, avec Valentin Boyer, si cette soprano chantait en égyptien. On n'entend pas très bien, mais ce qui est important, c'est que cette langue qu'on n'entend plus, cette chanson était devenue virale sur Internet et avait créé beaucoup d'émotions chez les auditeurs. Et on va écouter Sherian qui effectivement est tout de suite, qui est sur scène. On va écouter la chanteuse. مصرية أنا وأفتخر بانتمائي لأقدم شعب وأول حضارة وأول جيش نظامي على وجه الأرض وأول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب. ومحظوظ اللي اتولد في بلد. Heureux celui qui naît dans un pays où l'art est honoré et gravé sur les murs, et cela depuis des millénaires. I've come from tomorrow, carrying thousands of years of civilization behind me. And before me, a future that's brilliantly lit. أنا تعلمت من أجدادي إن القوة مش في السلاح. J'ai appris de mes ancêtres que la force n'est pas dans les armes, mais dans une idée qui vit. Chaque guerre vole des années de vie et chaque paix crée la vie, la construction, la prospérité. De Thèbes à Memphis jusqu'à la nouvelle capitale, nos ancêtres nous ont appris que celui qui bâtit et enseigne est toujours en avance sur son temps. Nous ouvrons nos portes à toutes les cultures et accueillons toutes les religions, car comme nos ancêtres, nous croyons que notre paix d'aujourd'hui est notre civilisation de demain.
Du silence de la pierre est sortie l'histoire et de gravures sur les murs. Donc la mémoire, le grand musée égyptien n'expose pas un endroit, mais réveille ce qui viendra. Ceux qui connaissent ses racines peut créer l'avenir. Maintenant, place à l'allocution du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, grâce à Dieu, mesdames et messieurs, vos majestés, vos altesses, vos excellences, hôtes distingués, le grand peuple d'Égypte, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Donc je vais débuter mon allocution en vous souhaitant la bienvenue sur la terre d'Égypte, donc le pays le plus ancien connu dans l'histoire. Ici, donc la civilisation a écrit ses premières lettres et le monde a connu l'émergence de l'art, la naissance de l'art, donc de la pensée, des cultes. L'Égypte a inspiré, l'Égypte ancienne a inspiré les peuples du monde entier et des bords du Nil, donc à cheminer les lueurs de la sagesse pour illuminer la civilisation et le progrès de l'homme, et annonçant que les édifices de l'humanité se construisent en temps de paix et se prolifèrent grâce à la coopération entre les peuples. Aujourd'hui, alors que nous célébrons l'inauguration du Grand Musée égyptien, donc nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire, du présent et de l'avenir dans la cause de cette grande nation, dans le plus grand musée du monde, consacré à une seule civilisation, la civilisation égyptienne, donc dont l'éclat ne s'éteint jamais. Cet édifice n'est pas un simple monument pour préserver les artefacts, mais c'est une attestation du génie de l'homme égyptien qui a édifié les pyramides et qui a gravé les murs, et donc pour le chemin de l'éternité, une attestation qui raconte aux générations l'histoire d'un pays dont l'histoire remonte à des siècles et qui illumine toujours le présent et qui continue de servir l'humanité. Mesdames et messieurs, donc cet accomplissement que nous nous honorons d'inaugurer est le fruit d'une coopération internationale élargie avec un nombre de sociétés et d'institutions internationales. Et donc nous n'oublions pas le grand soutien apporté par le Japon, ce pays ami, au profit de ce projet civilisationnel. Donc je voudrais également rendre hommage aux efforts déployés par nos enfants tout au fil des années précédentes, donc des responsables, des ingénieurs, des chercheurs et des archéologues, des techniciens et des ouvriers pour réaliser donc cette mission historique grandiose. Mesdames et messieurs, donc le Grand Musée égyptien est une image concrète qui reflète le parcours d'un peuple donc qui a habité les rives du Nil depuis des millénaires. Donc l'Égyptien a toujours été persévérant, généreux, patient, constructeur de civilisation et constructeur de la gloire et fier de son pays. Et porteur de la connaissance, de l'étendard de la connaissance, et toujours un porte-voix de la paix. L'Égypte a été toujours au fil des années donc une oasis de la stabilité
est donc un berceau des différentes civilisations et un parrain des civilisations entières. Et pour clore mon propos, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans votre pays, second pays, l'Égypte, le pays de l'histoire et de la civilisation, le pays de la paix et de l'amour. Donc je vous souhaite, j'espère que vous pourrez profiter de cette cérémonie et pour faire de cette cérémonie donc une tribune pour le dialogue et une destination pour la connaissance et un forum pour l'humanité et un phare à tous ceux qui aiment la vie et qui croient donc en la valeur de l'homme. Vive l'Égypte et vive l'humanité. Merci à tous et que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Les rois et les princes des pays du monde ont reçu un miniature du musée égyptien. Chaque pierre porte le nom du pays et chaque dirigeant a posé la pierre de son pays pour participer à l'inauguration de cet édifice civilisationnel. Et maintenant, le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, va poser la dernière pierre qui représente l'Égypte. Annonçons avec cela l'inauguration du grand musée égyptien.
نشوفه من هنا بس هم بنوا كل ده ازاي؟ Mais comment ont-ils pu bâtir une telle chose? En fait, notre civilisation est pleine de secrets. Tu vois cet obélisque? C'est l'obélisque du roi Ramsès II, l'un des plus grands rois de l'Égypte. C'est le seul obélisque suspendu au monde et son nom est gravé sur sa base. Comment ont-ils pu le transporter jusqu'ici? Tous les obélisques de l'Égypte ancienne étaient sculptés d'un seul bloc de granit. Il est taillé dans les montagnes, puis il est soulevé avec des cordes et les transporté sur des barques pour qu'ils embellissent les temples tout au long de la vallée du Nil. Ces obélisques ornent les plus célèbres places des grandes villes du monde. Ils sont à Paris, à Londres, à New York, à Rome et à Istanbul. Chaque jour, des millions de personnes les contemplent, leur rappelant au quotidien la grandeur de notre civilisation. Comment ont-ils pu faire tout ça? Tu dois persévérer pour savoir. Allez, viens. Entre par la porte de l'histoire pour découvrir et apprendre les secrets. ملك عظيم كتب أول معاهدة سلام l'un des plus grands rois d'Égypte. Il a signé le premier traité de paix dans l'histoire de notre humanité, celui de Kadesh. Cette paix a apporté prospérité à l'Égypte et à ses voisins. Son règne a été l'âge d'or de la construction en Égypte ancienne. Pour son épouse Néfertari, il fit bâtir le temple d'Abu Simbel, où il fit gravir sur ses murs un message d'amour intemporel. C'est pour elle que le soleil se lève.
Le roi Ramsès II a appris à son peuple qu'aucune force sans amour ne peut construire une civilisation. Une ville fascinante, fondée par Alexandre le Grand, qui porte son nom. Une cité entière, avec ses colonnes, ses palais et ses statues, repose engloutie dans les profondeurs marines. Alexandrie, une histoire éternelle. Dans le livre des morts, nos ancêtres racontaient que lorsque l'âme quittait le corps, elle s'élevait vers les étoiles, vers l'éternité. Dans sa traversée vers l'au-delà, en montant le grand escalier, elle rencontrait les rois qui avaient fait l'histoire et suivait la route des étoiles que nos ancêtres avaient tracée.
Ici, en Égypte, se sont écrites les premières lois humaines. La loi de Maat, une véritable constitution de la justice. Ne tue pas, ne vole pas, ne trahis pas, ne romps pas tes promesses. Protège la terre et le verger et respecte les droits de la femme. Ici, le premier acte de mariage a été conclu. L'Égypte ancienne fut un État dans tous les sens du terme. C'est ici aussi que l'année a été divisée en 365 jours, que le Nil a été mesuré et que le bien a été semé dans les esprits. Ici, l'harpe a résonné, le parfum a été créé, le corps a maquillé les yeux. Ici, le médecin a écouté l'époux et a soigné le corps et l'âme. Et l'art a représenté l'esprit sur les murs. Le Nil est l'origine de l'histoire. Grâce à lui, nos ancêtres ont habité les vallées. Bien avant le temps, le Nil a parcouru nos terres et a creusé la vallée avec son limon rouge et fertile. Le Nil, c'est l'eau, la nourriture, la verdure, c'est la pêche, c'est le bien et la sécurité. Et dans la loi de Maat, donc nos ancêtres ont juré devant la déesse de la justice, le Nil pour nous c'est l'existence, et encore et pour toujours il représentera la vie.
إمينا أبا منا جنة يا أبا منا إمينا أبا منا جنة يا أبا منا فرقي أمان دني أبا أبا إركي دسانغو سونا ترى إمينا أبا منا إمينا أبا منا إمينا أبا منا إمينا أبا منا إركيني لنوغو جنة نسكيرو جونا إركيني لنوغو جنة نسكيرو جونا Donc ils étaient enterrés, les barques du roi Khéops, ce sont les plus grandes et les plus anciennes de l'histoire. Nous les avons trouvées enterrées et démontées tout près de la grande pyramide. Après des milliers d'années, des milliers de pièces de bois furent découvertes intactes. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'aucun clou ne les unissait. Ces barques accompagnaient le roi dans son dernier voyage vers la rive occidentale. Selon les croyances de nos ancêtres, le roi reposait entouré de tous ceux dont il aurait besoin dans le monde de l'au-delà.
Il y a 103 ans, presque jour pour jour, il y avait un petit garçon. Il s'appelait Hussein Abdelrassoul. Il portait une gourde d'eau qu'il posa sur le sable. Il entendit un bruit étrange. Par curiosité, il creusa la terre sous ses pieds et il découvrit des escaliers menant à une porte scellée par un sceau royal. Il ne savait pas encore qu'il se trouvait en face de la plus grande découverte archéologique du monde, celle de la tombe de Toutankhamon. Le petit garçon courut prévenir Howard Carter, l'archéologue britannique qui fouillait la vallée des rois depuis 1917. Il suivit alors Hussein et découvrit une tombe intacte, fermée depuis 3000 ans. À l'intérieur, il vit des quantités énormes d'or et lorsqu'il ouvra le cercueil du roi, il tomba sur le masque d'or de Toutankhamon. C'est fascinant. Dans la tombe se trouvaient aussi 5992 pièces. Aujourd'hui, tous les trésors du roi sont entreposés au Grand Musée égyptien. Funéraire un peu emblématique de ce musée. Dites-nous-en un petit mot. Oui, c'est le chef-d'œuvre de ce qu'on appelle la KV62. C'était la 62e tombe découverte dans la vallée des rois.
C'est le visage d'éternité du roi, il est idéalisé. C'est un masque qui est très important, non seulement du point de vue esthétique pour nous en tout cas, mais il sert de tête de remplacement au cas où la momie serait démembrée. Et il va témoigner dans le tribunal pour le défunt. Et c'est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Ce sont 2 plaques martelées d'or, de cuivre et d'argent, avec des incrustations de lapis lazuli, de cornaline et de verre coloré. Et on ne voit pas souvent l'arrière. L'arrière est très beau aussi. Il est gravé d'une formule du livre des morts. Il pèse plus de 10 kilos, 10 kilos d'or massif. Exactement. Valentin Boyon, on vous a vu très enthousiaste quand vous avez vu ce masque. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? C'est un masque incroyable. On le voit depuis tout petit dans tous les livres, qu'on s'intéresse à l'Égypte ancienne ou pas. Il est forcément glissé un moment dans un livre pour enfants. Et donc moi, forcément, je l'ai vu très régulièrement dans les livres. Et la première fois que je l'ai vu, donc c'était en 2017. Et j'appréhendais un petit peu le moment de le voir. Parce que j'ai peur d'être déçu, de l'avoir vu tellement de fois dans des ouvrages, dans des grandes reproductions, etc., que j'avais peur de ne pas avoir cette stimulation devant cette petite chose. Stimulation, vous l'avez eue? C'était merveilleux. Vraiment, il est à voir en vrai, il est incroyable. Puis il était déjà très bien éclairé à Tahrir. Alors après, on peut pas rester très longtemps s'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent justement dans cette salle. On ne pouvait pas prendre de photos, ce sera peut-être encore le cas ici, peut-être pour éviter aussi l'accumulation de visiteurs devant la vitrine. Mais vraiment, il est incroyable. On en profite, Florence Quentin, pour évoquer les travaux que vous avez faits autour de Toutankhamon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, depuis quelques années, on se rend compte qu'une partie des objets, des artefacts de ce tombeau ont été usurpés à une reine pharaon, donc qui était sur le trône d'Égypte 3 ou 4 ans avant Toutankhamon. L'identité de cette reine pharaon est encore ne fait pas consensus. Est-ce que c'était Néfertiti qui a succédé à son époux Akhenaton, le pharaon dit monothéiste, qui a imposé le culte d'Aton au pays, ou est-ce que c'est la fille aînée du couple qui s'appelait Méritaton? Et on voit sur un certain nombre d'objets des traits vraiment féminins, des seins développés, et puis des objets où on voit que le cartouche de Toutankhamon remplace un cartouche antérieur. Donc, comme le rappelait Valentin Boyer tout à l'heure, Toutankhamon est mort subitement. Il a fallu trouver très vite de quoi l'inhumer et on a été sans doute dans les entre guillemets garde-meubles royaux. Il y a peut-être même d'autres objets qui appartenaient à son père Akhenaton, mais c'est important de rappeler que cette reine pharaon, comme d'autres reines pharaons, c'est un de mes sujets, elle a été invisibilisée, elle a été effacée des listes royales. Et on a ce mobilier extraordinaire qu'elle s'était fait fabriquer pour sa propre éternité, ne lui a pas été destiné et ne lui est pas revenu. Et on a pu apercevoir certains de ces objets durant effectivement la cérémonie. Il y a des objets particuliers que vous avez reconnus, dont vous pouvez nous parler? Oui, notamment les petits cercueils à viscères qui contenaient les viscères momifiés du roi. À l'intérieur, on voit que le cartouche a été bruni et il a été effacé et en surimpression, on voit celui de Toutankhamon. Et un certain nombre de chercheurs, Marc Gabold de l'Université de Montpellier et d'autres anglo-saxons, en étudiant même le masque, émettent un doute quant au propriétaire initial du masque, parce qu'il y a un cartouche qui semblerait avoir été bruni lui aussi, et il semblerait que sous le cartouche d'une reine pharaon pourrait apparaître. En tout cas, peut-être l'arrière, l'avant a pu être remodelé ensuite et adapté à Toutankhamon. Alors Louise, la cérémonie se poursuit, on le voit bien, on est tous enthousiastes en regardant ces images et pour l'instant on attend quand même de voir cette salle où se trouvent tous ces objets de Toutankhamon. On voit vraiment que c'est le point d'orgue de ce grand spectacle qui est très réussi, c'est millimétré, voilà, on a vu l'or envahir la scène avec ces danseurs qui annonçaient, donc, puisque l'or c'est presque un symbole pour Toutankhamon, on parle de ce masque qui fait 10 kilos d'or. Les images sont très belles, on n'est jamais déçu quand on voit le masque de Toutankhamon. Là, moi j'attends, c'est vrai, encore un peu de voir peut-être un peu on appelle ça les plans larges dans notre jargon journalistique de ces salles pour se rendre compte un peu aussi d'avoir des éléments de muséographie et de voir comment ces objets
sont mis en valeur, ce masque notamment. Patience, on continue de regarder cette cérémonie. On attend de voir effectivement cette salle où se trouvent tous les objets de Toutankhamon. Valentin Boyer, on vient de voir effectivement pas mal d'éléments qui font référence à l'histoire de l'Égypte. Qu'est-ce que vous retenez pour l'instant de cette cérémonie ? Eh bien, cette cérémonie essaie justement de montrer un aperçu général de l'histoire de la civilisation pharaonique, justement en piochant régulièrement des objets qui sont exposés ici au GEM, mais de différentes périodes, de différents rois, différentes dynasties, et aussi de différentes localités en Égypte. On le voit, on a vu ces immersions presque aquatiques avec les découvertes de ces trésors engloutis qui se trouvent à Alexandrie. Donc là, c'était quand les décors étaient tout de bleu. Exactement, tout de bleu. Ensuite, on a eu aussi tout à l'heure un florilège de vues de sites justement antiques, Der el-Bahari, Luxor, Karnak, Assouan. Donc on a vu un petit aperçu général de l'Égypte, bien qu'il existe encore plein d'autres sites qui ne peuvent pas être montrés ce soir. Il y en a tellement en Égypte. Florence Quentin, à ce stade, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie ? Est-ce qu'il y a des moments forts là qui vous ont déjà marqué, alors qu'on assiste à un feu d'artifice, à un nouveau feu d'artifice ? Oui, je trouve qu'effectivement, ce sont des dimensions, une fois de plus, pharaoniques. C'est grandiose. L'Égypte a voulu montrer son rayonnement sur le monde à travers cette cérémonie. Et pour compléter ce que dit Valentin, on a eu aussi des images de mosquées, du Nouveau-Caire. On voit que le régime fait le lien entre l'Égypte pharaonique et les monuments islamiques et ce Nouveau-Caire, cette future capitale tellement voulue par le président Al-Sisi. Et également, moi, je suis frappée parce que je suis moi-même, je fais du chant moi-même, par les chanteurs qui sont, on pense peut-être avoir entendu un chant en égyptien ancien, en arabe égyptien, et on a eu un chanteur nubien. C'est un sol, on va dire palimpseste, c'est un sol qui a accueilli toutes ces civilisations, et c'est une référence. Et alors que je vous interromps, Florence Quentin, alors que vous parlez, on voit la cérémonie qui touche à sa fin, et les différentes délégations donc qui prennent le chemin de la sortie pour ce musée. Faire, je crois, une visite du musée. Le président et sa délégation, je pense, va rentrer à l'intérieur du musée pour aller découvrir les différentes Donc salles. c'est peut-être à ce moment-là, Louise, qu'on va découvrir la fameuse salle où se trouve. C'est ce qu'on attend, c'est un peu le fil rouge, on va dire ça comme ça, de notre soirée.